Lewis Hamilton n'aurait pas dû signer au sein de la Scuderia Ferrari pour cette saison 2025 de Formule 1 et même au-delà de cette saison 2025 de Formule 1. Contrat pluriannuel et contrat impressionnant même monétaire pour Sir Lewis Hamilton. Cependant, il n'aurait pas dû signer du côté de la Scuderia Ferrari. C'est du moins les dires de deux personnalités du paddock Formule 1, à savoir Mattia Binotto, mais également dernièrement, il y a quelques jours, dans une interview au Parisien et dans une interview également à un média allemand, Fabriator a estimé que Lewis Hamilton, du côté de chez Ferrari, ce n'est pas quelque chose qui a du sens selon lui. Il n'aurait pas fait signer sur Lewis Hamilton du côté de la Scuderia Ferrari, estime Fabriator, qui est actuellement, je rappelle, le dirigeant d'Alpine. Le dirigeant d'Alpine est Team, avec un rôle de conseiller exécutif, mais c'est réellement lui le patron du côté de chez Alpine et Team, et on en a parlé pendant très très longuement. Du moins, Fabriator estime que Sir Lewis Hamilton, s'il avait été patron de la Scuderia Ferrari, il ne l'aurait pas signé. C'est une interview qui a été retrouvée notamment, qui a été reprise au Figaro. Et il explique, il est très critique notamment sur l'arrivée d'Hamilton chez Ferrari. Il explique que Fabriator: je respecte de telles décisions, mais je me demande si cela fait du sens. Il a dit ça au quotidien allemand Bild. Ferrari avait deux super pilotes avec Charles Leclerc et Carlos Sainz. Je ne comprends pas pourquoi ce duo a été séparé. Ce n'est pas mon boulot de juger, mais si j'avais eu cette responsabilité du côté de la Scuderia Ferrari, je n'aurais pas signé Sir Lewis Hamilton, estime justement Fabriator. Alors, bien qu'il soit un brin provocateur, Fabriator, c'est une déclaration qui, à mon sens, a du sens d'une certaine manière. On lui a demandé son avis, pour lui qui s'occupe d'Alpine de certaine manière, il avait qu'à signer Sainz, Briator 1, on rappelle, nous dit Sophie. Briator, ce génie du mal, nous dit Grand Kilo. Briator, je ne l'aime pas, il va en douane au bout de 6 Grands Prix. Lors de la polémique, je fais craquer mes doigts. Alors, d'une certaine manière, la question qu'on peut se poser également, c'est: est-ce qu'il a raison, Flavio Briatore? D'ailleurs, il faut aussi que je retrouve la déclaration de Mattia Binotto par rapport à ça. Mais selon vous, est-ce que dans un premier temps, Flavio Briatore a raison vis-à-vis de Lewis Hamilton? La déclaration de Mattia Binotto, elle est et même d'ailleurs, Frédéric Vasseur a répondu notamment à comment s'appelle-t-il, à Mattia Binotto à l'époque. C'était une déclaration qui était arrivée c'était en novembre. C'était en novembre que Mattia Binotto avait effectivement dit ça. Je vous remets la déclaration de Mattia Binotto qui est là. Mattia Binotto n'aurait pas engagé Lewis Hamilton du côté de la Scuderia Ferrari. Fred a su poursuivre le projet sous le signe de la continuité. Il n'a pas révolutionné une organisation structurée et fonctionnelle. Il a aussi fait ses propres choix, mais je le répète, si Ferrari gagne, je suis heureux parce que je connais l'équipe et je sais combien d'efforts ont été faits pour l'amener à un certain niveau. Si Hamilton a très bien fait d'aller chez Ferrari, d'un point de vue personnel, l'Italien a répondu non s'il avait dû faire ce choix pour son ancienne équipe. Selon lui, les Rouges auraient dû agir autrement afin de mettre Charles Leclerc dans les meilleures conditions. Ferrari avait déjà jeté son dévolu sur d'autres talents. Si le futur de l'équipe propose sur un talent, c'est Charles Leclerc et c'est lui qui doit être celui qu'on emmène vers la victoire. Binotto dit qu'il n'aurait pas signé Lewis. Je garde mon opinion pour moi. Avait également répondu justement à Carlos Sainz. C'est Frédéric Vasseur qui avait notamment répondu à Mattia Binotto quand il avait sorti cette déclaration. Quand j'étais chez Sauber, je ne parlais pas de Ferrari. Mattia Binotto avait répondu par la négative: non, mais il a très bien fait d'aller chez Ferrari, je suis d'accord avec cette décision. Et ce à quoi a répondu justement Mattia Binotto, à savoir: je ne suis pas sûr que Hamilton serait allé chez Sauber. Je suis heureux que tant de gens aient le temps de commenter nos choix. Je suis concentré sur le travail. Après tout, quand j'étais chez Sauber, je ne parlais pas de la Scuderia Ferrari. Alors, c'est intéressant les différentes déclarations. Cependant, et je réitère ce que je disais juste avant, c'est pas des propos non plus qui sont choquants de la part de Flavio Briatore. Ils sont provocateurs, tout comme l'est justement Flavio Briatore, mais ça mérite de se poser la question: est-ce que oui ou non Lewis Hamilton a eu raison à l'heure actuelle, avant donc le début de la saison 25 de Formule 1, de s'engager avec la Scuderia Ferrari? Parce que au même Ferrari, est-ce qu'ils ont eu raison de prendre Lewis Hamilton? Moi, il y a un point qui m'intéresse énormément vis-à-vis de la Scuderia Ferrari, c'est la relation Charles Leclerc-Carlos Sainz. Quoi qu'on en dise, Ferrari a brisé, parce que c'est réellement le cas, par Frédéric Vasseur, la Scuderia Ferrari par Frédéric Vasseur ont brisé une collaboration entre Carlos Sainz et Charles Leclerc qui marchait diablement très bien.
Elle marchait très bien, cette collaboration. Il n'y a rien à dire sur cette collaboration, pour être honnête. Je trouve que la collaboration entre Charles Leclerc et Carlos Sainz s'est terminée presque d'une excellente manière. Et surtout, la saison 2024 de Formule 1 a été très réussie pour justement la Scuderia Ferrari. Dans le sens où il y a eu plusieurs victoires, il y a eu plusieurs podiums, il y a eu une excellente saison de Charles Leclerc qui a d'ailleurs été la meilleure de sa carrière en Formule 1. Jamais Charles Leclerc n'a eu une saison aussi aboutie, même si à la fin il n'y a pas eu de titre, que ce soit pilote ou constructeur. Mais il y a eu une continuité de performance, même quand la voiture n'était pas à son meilleur niveau. Charles Leclerc n'a cessé d'enchaîner les podiums et n'a cessé d'enchaîner ne serait-ce que les top 5, des bonnes séances de qualification. Il y avait réellement, dans la grande globalité, une saison 2024 de Formule 1 extrêmement réussie pour la Scuderia Ferrari qui apporte justement plein d'espoir vis-à-vis de l'avenir. Cependant, la relation Sainz-Leclerc, elle a été aussi très bonne vis-à-vis, non peut-être pas de la piste, parce que parfois ils se sont chamaillés, et souvent par la faute de Carlos Sainz, et ça je le conçois, mais dans la globalité, cette collaboration a nettement bien fonctionné. 2024, Ferrari jouait le titre constructeur. Et on n'était pas loin pour la Scuderia Ferrari d'aller prendre le titre constructeur, surtout vis-à-vis d'une écurie, en comparaison qu'avec qui il se battait sur McLaren, qui avait sur la grande majorité de cette 24 de Formule 1, la meilleure voiture. Ferrari, sur la grande majorité, ils n'avaient pas la meilleure voiture. Ils avaient certainement peut-être la meilleure voiture aller sur 3-4 Grands Prix, grand maximum, sur les 24 Grands Prix. Et pourtant, Ferrari a réussi à combattre McLaren, à se mettre au niveau de McLaren, à dépasser McLaren, à être plus intelligent de McLaren, et ça passe aussi par les pilotes. Les pilotes aussi ont été très bons, et que la collaboration Sainz-Lewis-Hamilton a été très bonne en 2024. On ne faut pas tout le temps retenir non plus les mauvais côtés, les chamailleries. Encore une fois, il y aura des chamailleries... c'est un mot un peu enfantin, mais il y aura des contrariétés, on va dire ça ainsi, également entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Mais comme il y en a eu entre Carlos Sainz et également du coup Charles Leclerc. Et c'est pour ça que cette collaboration, pour moi, quand tu y repenses factuellement parlant, c'est extrêmement osé de briser une collaboration qui a aussi bien fonctionné entre Charles Leclerc et Carlos Sainz. Je pense que c'est assez rare dans l'histoire de la Formule 1, de voir une collaboration aussi bien fonctionner, et même peut-être être à un niveau qui aurait pu, qu'avec une potentialité d'être à un niveau nettement supérieur, sur l'avenir, si Sainz était resté chez Ferrari, se faire briser ainsi. Alors, c'est tout ça, je dis bien, indépendamment de l'arrivée de Sir Lewis Hamilton du côté de chez Ferrari. Parce que oui, Hamilton chez Ferrari, c'est le plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1, même l'un des plus gros transferts de l'histoire du sport dans la globalité, donc tout sport confondu. C'est la collaboration entre le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1 et la plus grande écurie de l'histoire de la Formule 1. C'est un transfert qui est historique, mais je parle de ce que j'ai dit avant, c'est indépendamment de ça. Parce que, oui c'est vrai, et il faut remettre dans le contexte, c'est beaucoup même de la faute de Carlos Sainz si Ferrari a engagé Sir Lewis Hamilton. Ferrari a fait de multiples propositions contractuelles à Carlos Sainz, et derrière, Carlos Sainz n'a pas accepté les contrats parce qu'il voulait plus. Il voulait être le leader de la Scuderia Ferrari au détriment donc de Charles Leclerc, ce que Ferrari a toujours refusé. Il a refusé continuellement et à chaque fois les propositions de contrat pour avoir un meilleur contrat et mettre aussi la pression sur Ferrari en disant « Regardez, moi j'ai Audi qui m'attend ». Finalement, il n'est pas allé chez Audi, c'est rentré chez Williams, c'est encore chez Williams. Et je trouve que là, pour le coup, Carlos Sainz, il s'est mis dans une panade qui s'annonce problématique potentiellement sur l'avenir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi de la faute de Carlos Sainz si Carlos Sainz n'est plus chez Ferrari en 2025. S'il n'est plus un pilote Ferrari au moment où on se parle. Et que il a joué un jeu dangereux, il a perdu ce jeu dangereux. Non pas d'accord, Sainz il a fait le taf. Bah justement, je dis qu'il a fait le taf en 2024, cependant, fin 2023, il n'a pas fait le taf du point de vue négociation. Négociation, il a été très mauvais. Puisque regarde, pourquoi je dis en plus il a été très mauvais? Parce que dans la finalité, il est plus chez Ferrari et il s'est remplacé par Lewis Hamilton. Et il se retrouve chez Williams, qui a été l'une des pires écuries de la 124 de Formule 1. Il y a aussi un grand gain avec l'arrivée de Lewis en termes de remontée technique et de préparation de voiture. Ce n'est pas à négliger. C'est pour ça que c'est un point où je ne suis pas d'accord notamment avec Mattia Binotto. Briatore, lui, il est un peu plus provocateur en disant que ça n'a pas de sens selon lui.
je trouve ça étonnant, d'ailleurs pour Fabriator, de dire que ça n'a pas de sens de voir un Hamilton chez Ferrari, parce qu'on parle quand même d'un gars qui comprend parfaitement l'argent dans le monde de la Formule 1 et même dans le monde de la globalité. C'est quand même l'un des meilleurs businessmen qu'on ait pu avoir dans le sport, Fabriator. Pourtant, il dit que ça n'a pas de sens d'avoir un Hamilton chez Ferrari. Mais l'argent que ça génère, un Hamilton chez Ferrari, l'argent que ça génère pour qui que ce soit, sponsor, Ferrari et Hamilton, c'est la meilleure collaboration qu'on ait pu peut-être avoir du point de vue marketing et commercial dans l'histoire de la Formule 1. Et Briator dit que ça n'a pas de sens. Ça, pour ça, je suis absolument pas d'accord. Évidemment que ça a du sens. Au-delà même du sportif, de manière monétaire, marketing et commercial, c'est une collaboration fantastique. Fantastique, comme rarement on a eu dans l'histoire du sport. Et comme jamais on a eu dans l'histoire de la Formule 1, certainement d'ailleurs. Donc il y a ça aussi. Moi, le premier, comme un gogo, je vais tomber dans un achat de merch, bien sûr que ça ramène des dollars. Bien sûr, tu vois. Je dis, tu as raison de le dire. Mais ouais, je suis d'accord avec Flavio. Ah, bah allez, Ferresson. Allez, c'est à toi. Merci beaucoup, Ferresson, pour ton 29e mois d'abonnement. Merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté. Ça fait extrêmement plaisir. Pour exclamation sub, les amis peuvent devenir des immenses exemples pour la communauté, tout comme les Ferresson. Ferresson qui va donner son avis directement, qui nous dit: je suis d'accord avec le Briator. Alors, dis-nous pourquoi tu es d'accord. Tu es un peu contre tout le monde. Le Prime, c'est vrai que vous pouvez lâcher votre Prime également si vous voulez, les copains. En passant par l'abonnement, tout simplement. Le t-shirt 44 de Ferrari, je l'achète dès sa vente, nous dit Grand Kilo. On va parler d'ailleurs justement après, on parle de l'Hamilton et des propos de Briator bien sûr, mais on va parler justement après des premiers jours de Lewis Hamilton. Il y a eu des nouvelles données, des nouvelles informations qui ont été sorties justement, et notamment par rapport à la voiture 2025. Hamilton a toujours dit que Ferrari n'était pas le goal ultime, et il manque de respect tout au long de sa carrière à Ferrari. Alors c'est plus du trash talk, je suis pas d'accord avec ça, je comprends ce que tu veux dire par ça, mais c'est plus aussi du trash talk dans le sens où c'est une manière aussi de déstabiliser l'adversaire, tout simplement. Et par cette déstabilisation de l'adversaire, ça joue aussi. Oh, Romeseb, merci beaucoup pour ton Prime. Merci beaucoup pour ton 17e mois d'abonnement, ton 16e mois consécutif. Ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. Romeseb, on est proche du train de live d'ailleurs. Merci beaucoup, Romeseb, d'être un immense exemple pour la communauté. Pour l'exclamation sable, les amis peuvent devenir des exemples pour la communauté. Il y a exactement la même chose en MotoGP avec Marquez chez Ducati niveau transfert, nous dit Volgork. Forresson et même l'histoire aurait été plus belle s'il restait chez Mercedes tout au long de sa carrière. Sa fidélité en Formule 1, ça aurait été une belle histoire. Je pense qu'il avait envie de rester fidèle à Mercedes sur Lewis Hamilton. La problématique, c'est que c'est Mercedes qui ne voulait pas. Point. C'est Mercedes qui ne voulait pas. Mercedes avait priorisé Andrea Kimi Antonelli, ce qui est pour moi une erreur. Tu respectes d'une certaine manière le septuple champion du monde qui est Lewis Hamilton et surtout celui qui a écrit l'histoire de Mercedes en Formule 1. Il faut être honnête aussi. Et Mercedes a manqué de respect. Moi, je le pense ainsi, du moins, que Mercedes a manqué de respect à Hamilton. Schumacher avait compris ça en 2006, c'est pour ça qu'il est revenu en 2010. Ferresson. Je suis pas trop d'accord avec toi. C'est de quoi ici? Ça parle justement des propos de Briator et de Mattia Binotto, qui estiment qu'il n'aurait pas fait signer Hamilton chez Ferrari. Du moins. Oui, je crois que c'est Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, si je me trompe pas. Alors, faut que je retrouve la déclaration. Elle est là. La déclaration de Villeneuve, elle est ici. Jacques Villeneuve, notamment par rapport à Lewis Hamilton, il a dit cette déclaration. Vous enlevez Verstappen de la Formule 1, tout le monde s'en fiche. Ou tout le monde, du moins, personne prendra ça en compte. Par contre, vous aurez Hamilton de la Formule 1, les gens prendront ça en compte. Et ça aussi, ça mérite un débat. Alors, ça mérite un débat, parce que je trouve que cette déclaration de Jacques Villeneuve est étonnante. Mais en même temps, elle est pas si fausse. Mais peut-être pas aussi drastique comme le dit Villeneuve, mais d'une certaine manière, qui a laissé le plus d'empreintes dans l'histoire de la Formule 1 et dans l'esprit des gens? Est-ce que c'est Max Verstappen ou c'est Lewis Hamilton? Sans aucun doute, je pense que tout le monde répond Lewis Hamilton. Parce que Lewis Hamilton, ça va bien au-delà de la Formule 1, notamment par rapport à son esprit, par rapport à ce qu'il exprime. Le problème de sa déclaration, c'est qu'on sait de base qu'il n'apprécie pas Verstappen. Villeneuve n'apprécie pas Verstappen. Vous êtes fou, quoi. C'est ceux qui défendent le plus Verstappen. Jacques Villeneuve. Enfin, qui défend Verstappen, du moins.
Bah c'est faux, tu peux pas rayer de la carte un quadruple champion du monde comme ça. Faut doser, dit Sophie. Williams, qui lui chie à la gueule non-stop. Oh, désolé, mais je trouve que Villeneuve ne critique pas souvent Verstappen, hein. Et c'est même pas une critique en soi. Ah, après, je peux réécrire sa déclaration. Vas-y, réécris-nous sa déclaration. C'est... Et c'est... Quelqu'un peut me rappeler, c'est quelle date pour aller livrer? C'est le 18 février, il me semble. Hein. Sur quel point il parle? Niveau histoire, niveau marketing. Dire que Lewis manquerait plus, ok, mais pas que Max manquerait pas. Je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je trouve qu'il faut doser. Enlever Villeneuve de la Formule 1, tout le monde s'en fout. Enlever Schumacher, et là ça intéresse. Ça marche aussi, par exemple. Mais je suis d'accord avec toi, Sophie. Après, c'est Villeneuve, hein, il aime bien être frontal dans ses déclarations et dans la provocation, comme l'est un peu Briatore. Mais c'est plus... je pense que si on enlève la provocation, je comprends ce qu'il veut dire. Mais entre Hamilton et Verstappen, celui quand il quittera la Formule 1, qu'est-ce qui marquera le plus? C'est clairement Lewis Hamilton, clairement. Bonsoir sans Max, on va quand même s'ennuyer sévère en piste, on a besoin d'un vilain, nous dit le Rosé Ramirez. Certes, Hamilton a un grand impact, mais Verstappen a un grand impact aussi également actuel sur la cote, sur le côté de la dernière année. A prouvé qu'il était capable. Alors oui, et même d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai souvent dit l'année dernière, pour moi, Verstappen est le meilleur pilote du monde actuellement. Lewis Hamilton est le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1, selon moi, mais Verstappen est le meilleur pilote du monde à l'heure actuelle, du moins. Verstappen, ça reste quand même le symbole d'une domination, mais oui, Hamilton a un plus gros poids dans le sport de manière générale, nous dit le Jouzi. Max va plus me manquer que Lewis, personnellement. Lewis est en fin de vie, Max est dominant, pas gentil pour Lewis. Enfin, pour être honnête, dire qu'on est en fin de vie, ça revient par rapport au débat initial qu'on a. Je suis pas trop d'accord. Parce que être en fin de vie et signer dans la Scuderia Ferrari... Je suis un peu d'accord. Après, Lewis en fin de carrière, oui, je suis pas fou, je suis pas bête. Être en fin de vie, être en fin de carrière, c'est différent. Hein. Être en fin de vie, c'est genre Kimi Raikkonen quand il a signé chez Ferrari pour la deuxième fois. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est une... Ouais, c'est pas quelque chose qui servait à grand-chose. Hein. Hello Alex, from Sydney. Ah, bah bienvenue, salut Locklelray. Merci beaucoup d'être présent. J'espère que tu vas bien. Bienvenue ici et bienvenue notamment de l'Australie. Max va plus manquer les gens qui sont arrivés avec Netflix. On a besoin d'un type dans la deuxième voiture. Oui, allez, faire ça. Allez, arrête d'être aigri. La signature de Lewis chez Ferrari, c'est le mec à 37 ans, son ancienne superstar qui signe au Qatar pour le ZEC comme CR7. Ouais. CR7, pour le coup, il est arrivé en Arabie Saoudite d'ailleurs. Pas le Qatar, c'est l'Arabie Saoudite. Pour justement l'argent et développer le projet saoudien d'une certaine manière. Hamilton, il vient pour gagner. Hein. Il est toujours en Ligue des Champions, Lewis Hamilton, d'une certaine manière. Hein. Donc c'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec ce genre de déclaration du monde en disant qu'Hamilton est en fin de vie. Non, fin de carrière, oui, fin de vie, c'est différent. D'une certaine manière. J'avais dit que j'allais regarder j'allais chercher un truc, mais je sais plus qu'est-ce que c'était. Peut-être que si je retourne là-haut. Non, il fallait que j'aille chercher un truc, mais j'ai oublié. Mais Hamilton chez Ferrari, c'est complètement quand on prend en compte le projet Leclerc chez Ferrari. Alors, ça me mène au deuxième débat. Enfin, du moins, la deuxième partie du débat par rapport à Flo Briatore, où il dit Briatore estime que tu n'aurais pas dû signer chez Ferrari, Lewis Hamilton. La deuxième partie du débat, c'est quels sont les risques de voir Hamilton chez Ferrari. Parce que je suis d'accord. Alors, je suis d'accord avec. Moi, je suis pas d'accord avec ce que dit Briatore. Cependant, je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends ce qu'il veut dire par ça n'a pas de sens. Parce que Hamilton, à l'heure actuelle, aujourd'hui, il a 40 ans. Sir Lewis Hamilton, à 40 ans, va débuter une collaboration avec la plus grande écurie de l'histoire de la Formule 1, qui est la Scuderia Ferrari. C'est un septuple champion du monde. Mais c'est un septuple champion du monde qui sort d'une collaboration avec Mercedes qui a été fructueuse en termes de titres et de victoires et d'histoire. Cependant, cette collaboration s'est vraiment très très mal terminée. Entre Lewis Hamilton qui était désabusé et Mercedes qui a quand même montré par le contrat qu'ils ont donné à Lewis Hamilton qu'il n'était pas le pilote le plus... Allez, on va dire qu'il voulait réellement garder d'une certaine manière. Il voulait prioriser l'arrivée d'Andrea Kimi Antonelli. Bon, la collaboration entre Hamilton et Mercedes ne s'est pas parfaitement terminée. Mais du coup, du côté de chez Ferrari,
on a parlé beaucoup des points positifs, et pour moi, je me concentrerai quand même sur les points positifs. Cependant, il y a quand même des points questionnables, peut-être pas négatifs, mais questionnables vis-à-vis de cette collaboration. L'âge, encore une fois, l'envie de Sir Lewis Hamilton, mais même au-delà de tout ça, moi, la question que je me pose, c'est au niveau de l'adaptabilité. Comment Sir Lewis Hamilton, qui a notamment, par exemple, toujours travaillé et collaboré avec l'univers anglo-saxon sur la Formule 1, sur la manière de travailler anglo-saxonne, sur notamment comment on travaillait du côté de chez Mercedes et également du côté de chez McLaren, comment, à 40 ans, après avoir vécu toute son carrière en Formule 1 et ses victoires en Formule 1 dans l'univers anglo-saxon, comment va-t-il pouvoir s'acclimater à l'univers italien, latin de travail de la Scuderia Ferrari? Ça, c'est un point qui est extrêmement important et qui est extrêmement aussi questionnable sur la manière dont Lewis Hamilton va s'adapter à l'âge de 40 ans. Je prends un exemple tout bête par exemple, mais c'est plus facile d'apprendre une langue étrangère quand vous avez entre 3 et 18 ans, et 18-17 ans, que d'apprendre une langue étrangère à partir de 25-30 ans. Parce que le cerveau n'est plus réellement fait pour apprendre de nouvelles choses, et n'est plus dans un format de formation, d'une certaine manière, de compréhension, d'apprentissage. Là, aujourd'hui, Lewis Hamilton va devoir réapprendre d'une certaine manière à travailler et à collaborer. Ferrari va également s'adapter à Sir Lewis Hamilton, mais dans la grande globalité, c'est Hamilton qui va devoir s'adapter à la Scuderia Ferrari. Et ça, c'est important de prendre ça en compte, parce que ça, c'est quelque chose qui est questionnable. Comment Lewis Hamilton va s'adapter à la Scuderia Ferrari, justement. Moi, en vrai, ça va, c'est fini, ça c'est fini normalement. Moi, je comprends pas comment Leclerc tolère ça. C'est-à-dire, comment Leclerc tolère ça. Qu'est-ce que tu veux dire, Furesson? On peut aussi également parler de la collaboration Leclerc-Hamilton. Je suis d'accord avec toi, Furesson aussi. Si tu gagnes un titre pilote, c'est soit Leclerc qui prend son premier ou Hamilton qui entre dans l'histoire. C'est pas mal de risques, c'est pas mal comme risque quand même. Ça, je suis d'accord avec toi, le Josie. Leclerc aura moins de mal pour aider un Lewis à gagner qu'un Sainz. Ça compte aussi, si tu veux. Aller chercher quelque chose. Pour moi, s'il arrive à rivaliser avec Leclerc saison 1 à 40 balais, c'est monumental, ou alors ça met un coup à la légende d'une certaine manière, et à la legacy, donc l'héritage de Leclerc. Je pense que ce qui fera le plus débattre sera l'équilibre Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Laisser venir un 8 fois champion du monde, laisser venir un 8ème titre de champion du monde, ou donner à Leclerc son premier titre de champion, chacun a y gagné. Quand on dit que son leadership différent, bah, ça revient un petit peu à ce que disait Loki juste au-dessus de toi. C'est l'aspect aussi collaboration. On a fait énormément de débats durant la saison 2023 et 2024 de Formule 1 vis-à-vis de Charles Leclerc, et plus précisément sur 2023, en disant justement Ferrari et Frédéric Vasseur doivent prioriser Charles Leclerc, parce que Charles Leclerc est le pilote qui est censé ramener, et qui va ramener le premier titre de la Scuderia Ferrari depuis 2008, puisque 2008 c'était le titre constructeur. Et on a fait plein de débats sur ça. On s'est tous mis presque d'accord en disant oui, Leclerc va ramener le premier titre et on doit prioriser le plus possible et le plus rapidement possible justement Charles Leclerc. Et on a même viré effectivement Sébastien Vettel pour ça, justement Furesson, et on avait recruté notamment Carlos Sainz pour ça. Je rappelle même qu'à l'époque, la Scuderia Ferrari avait le choix en 2020 pour 2021 de recruter soit Carlos Sainz ou soit Daniel Ricciardo. Et qu'ils avaient fait le choix de ne pas recruter Daniel Ricciardo parce que c'était un pilote qui était vainqueur de Grand Prix. C'était un pilote qui était potentiellement capable d'aller chercher le titre mondial, qui aurait été sensiblement un pilote qui aurait peut-être par son statut de vainqueur de Grand Prix, de multiples vainqueurs de Grand Prix, et qui a été chez Red Bull Racing, qui a été chez McLaren également, mais qui a été chez McLaren par la suite, mais qui a été chez Red Bull Racing et qui a réussi avec Red Bull, et qui a été notamment un pilote du côté de chez Renault, un pilote d'écurie d'usine, bien sûr. Bah, de ce point de vue-là, c'était trop, d'une manière en termes de statut, trop difficile de prendre Daniel Ricciardo que de prendre justement Carlos Sainz, qui n'était pas un pilote vainqueur de Grand Prix, qui était un pilote qui a été trimballé dans toutes les écuries pendant ses débuts en Formule 1, entre Toro Rosso, qui n'a pas été refusé du côté de chez Red Bull, pour ensuite finalement aller du côté de chez Renault, et ensuite il a été débarqué de chez Renault, viré de chez Renault, un peu étonnamment d'ailleurs, pour ensuite aller du côté de chez McLaren. Bon, c'était un choix qui a été plus facile à prendre, parce qu'il a montré Carlos Sainz que c'était un bon pilote, qui était un pilote
très bon dans les retours techniques et très bon pour aider l'écurie pour trouver une direction technique, via la piste notamment. Donc c'était un choix qui était intéressant de la part de la Skoda Ferrari. Et un choix pour justement permettre à Charles Leclerc d'asseoir justement un certain leadership et de prendre le leadership du côté de la Skoda Ferrari. Et non pas prendre un Daniel Ricciardo. Donc tout avait été fait déjà dans ce sens pour virer Sébastien Vettel, prendre Carlos Sainz et aider Charles Leclerc. Et là d'un coup, Hamilton. Parce que je ne vous cache pas qu'avant Hamilton, Ferrari discutait avec Alexander Albon pour prendre la place de Carlos Sainz qui allait refuser les contrats proposés par la Skoda Ferrari. Donc ça a quand même allé chercher Alexander Albon. Alexander Albon n'était jamais un pilote qui allait prétendre à un titre mondial avec la Skoda Ferrari. Tout allait être mis sur Leclerc. Et c'était un choix qui était intéressant, justement. J'arrive, je me mouche. J'arrive. Je me mouche, j'arrive. N'hésitez pas à continuer le débat dans le chat. J'arrive. L'état du mouchoir. Ah oui, l'état du mouchoir, c'est quelque chose. Hein. Petit rhume. Oui, oui. Salut Arsène, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ferrari ne réussira pas à gagner à cause de ça, nous dit Ferresson. C'est une erreur de management de la part de la Skoda Ferrari. Le mouchoir, il donne de l'argent. Bah là, vu tout ce qui s'est pris, il me donne de l'argent. Hein. Après, on le voit après avec Red Bull, nous dit Federico, qu'un seul pilote, c'est peut-être pas bon. Super à toi. Et bonne année à toi Arsène. J'espère que tout va bien se passer durant cette année 2025, les projets et ainsi de suite. Après, s'il n'y avait pas Hamilton, il y avait Albon, j'aurais laissé Sainz. Hein. Débat intéressant. Si Hamilton n'était pas venu, est-ce qu'on aurait laissé garder Carlos Sainz ou on aurait pris un Alexander Albon? Je pense honnêtement que vu comment Carlos Sainz a été embêtant dans les négociations avec la Scuderia Ferrari, honnêtement, je pense que Ferrari se serait dit bon, il veut pas, on va prendre Alexander Albon, il aura bien compris au bout d'un moment. Évidemment, regardez, hein. Sainz a tellement bien... Sainz aujourd'hui, quand tu regardes, il a tellement retardé l'échéance avec la Scuderia Ferrari et d'accepter il a refusé tous les contrats qui lui ont été proposés pour finalement voir Hamilton y prendre sa place. Et que Hamilton, ça s'est fait en combien de temps? Ça s'est fait, je crois, ça s'est fait en 3 jours, Hamilton. Hein. En 3 jours, 1 semaine, ça s'est fait Hamilton. Avec tout le respect que j'ai pour Carlos Sainz... Si un Lewis Hamilton conclut un contrat hyper rapidement en 3 jours, Carlos Sainz, au bout d'un moment, j'en ai vu des négociations terribles, mais alors celle-là, elle était désastreuse quand même. Hein. Sainz n'aurait pas accepté une autre raison en numéro 2, et c'est aussi à prendre en compte, et ça se respecte. Ah oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais finalement, ça a été une mauvaise opération. Curieux de voir quand même la relation à Charles Lewis, si Lewis se fait massacrer. Pour être tout à fait honnête, moi je m'attends sur le début de saison à voir Charles Leclerc dominer bien comme il faut sur Lewis Hamilton. Pourquoi je pense ça? Parce que ça revient au débat de l'adaptabilité. Et l'adaptabilité pour moi va être compliquée pour Lewis Hamilton. S'adapter à l'univers de la Scuderia Ferrari, à Maranello, à l'esprit latin. Pour être honnête, je m'attends pas à ce que ce soit Lewis Hamilton qui batte Charles Leclerc. Je pense plutôt que ça va être. Charles doit lui mettre 5 dixièmes. Peut-être pas 5 dixièmes non plus. Leclerc connaît l'équipe et Hamilton doit jouer sur le rôle de numéro 2. Je dirais pas un rôle de numéro 2, on parle quand même d'un septuple champion du monde. Ferresson, t'aimes vraiment pas Hamilton, toi, hein, c'est... Désolé, hein. Après, il faut pas oublier que Hamilton apportera énormément en termes de talent et d'expérience. Ferrari a énormément besoin de ça pour retrouver sa cloison d'or, nous dit Loki El Rey. Le talent et l'expérience, je suis d'accord. L'expérience plus que le talent à l'heure actuelle sur le début de saison, je pense. Bah pourquoi on demande ça à Vettel et pas à Hamilton? Parce que Hamilton est plus important dans l'histoire, c'est terrible de dire ça, mais dans l'histoire de la Formule 1 que Sébastien Vettel. Il y a une plus grande aura que Sébastien Vettel. Et aussi, les enjeux financiers d'Hamilton et de Vettel sont pas du tout les mêmes. Alors, Vettel ne rapportera pas, Vettel rapportera énormément plus d'argent. Hamilton rapportera énormément plus d'argent et d'engagement financier et marketing qu'à Sébastien Vettel. Et ça, c'est indéniable. Et que, bien que tu sois à la Scuderia Ferrari, tu ne peux pas laisser
laisser les intérêts financiers marketing en dehors de tout ça. Il y a aussi les dernières infos autour de la Scuderia Ferrari, tiens, justement. Alors, les dernières infos autour de la Scuderia Ferrari, j'en ai trouvé quelques-unes, notamment par le compte Scuderia Ferrari France. Hello, monsieur Nemisas The Geeks, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, les dernières infos autour de la Scuderia Ferrari, justement, par rapport à l'arrivée de Sir Lewis Hamilton, selon les déclarations et les révélations, justement, qui ont été faites par Auto Racer vis-à-vis de... attends, je l'avais là. Voilà. Les débuts de Sir Lewis Hamilton. Alors, il y a eu des nouvelles informations par rapport au début de Sir Lewis Hamilton. Et là, après la relation entre Lewis et Charles, je la vois un peu comme celle de Prost et Lauda. C'est pas la même génération. Je suis d'accord avec toi, Federico. Et en plus, la relation Prost-Lauda a été parfaite. Ils ont parfaitement collaboré. Ils étaient justement des concurrents féroces au titre mondial en 82, je crois, si je ne me trompe pas, 82-83. Mais ils se respectaient énormément et ils s'appréciaient aussi énormément. Et ça se battait de la plus belle des manières en piste. Alors il y a eu des évolutions par rapport au premier jour de Lewis Hamilton avec la Scuderia Ferrari. La date des débuts de Lewis Hamilton à Fiorano est connue. Fiorano, c'est la piste d'essai de Ferrari à Maranello, donc près de l'usine de la Scuderia Ferrari. Ce sera le lundi 20 février. Il effectuera sa première journée au simulateur, tandis que 2 jours plus tard, il prendra la piste pour la première fois au volant d'une Ferrari. Donc c'est les premiers tests TPC, si les conditions météorologiques le permettent. La nouvelle monoplace est en phase de production. Et les pilotes seront bientôt activement impliqués dans des séances de simulateur et d'entraînement sur piste. Aucun programme spécial n'est prévu pour Lewis Hamilton, mais lui et Charles Leclerc participeront à quelques séances d'essai pour commencer à se familiariser avec leur nouvelle équipe, particulièrement pour Sir Lewis Hamilton. La date la plus probable pour la première sortie en piste de Lewis Hamilton devrait être le 22 janvier, mais Ferrari a prévu d'utiliser le circuit de Fiorano les 21, 22 et 23 janvier en fonction des conditions de météo. Le septuple champion du monde d'ailleurs effectuera ses premiers tours de roue au volant de la F1 Alors ça c'est une information qui est importante. On ne savait pas s'il allait participer à la séance d'essai avec la F1 donc celle de 2022, ou justement eh bien, la SF23 de la saison 2023. Finalement, ça sera bien la F1 qui a participé au championnat du monde 2022 et qui portera d'ailleurs le numéro 44 directement sur la monoplace. La première séance de simulateur à l'intérieur de l'usine eh bien, est prévue donc pour le 20 janvier. Pour Hamilton, il sera crucial dès la première sortie le 22 janvier de commencer à construire une relation avec sa nouvelle équipe en apprenant les différents processus et habitudes de Ferrari, ainsi qu'en apprenant justement à connaître et à trouver la bonne entente avec son nouvel ingénieur de piste qui est Riccardo Adami. Et au-delà justement de tout ça, ce seront également les premiers jours au cours desquels Leclerc et Hamilton commenceront à construire leur leadership en tant que coéquipier avec l'intention de pousser du même côté et de reprendre là où Ferrari s'est arrêté à Abu Dhabi et de s'améliorer pour poursuivre les rêves de championnat du monde des constructeurs et des pilotes. Voilà pour Hamilton et ses premiers jours. Le retour de Schumacher est très mauvais, juste un podium. Nous parle effectivement de 2010 fut récent. Salut Yed, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ah, au niveau marketing financier, ils n'ont pas de soucis comparé à d'autres écuries. Voilà, clairement, non. Est-ce que tu as déjà pris ton billet pour Maranello pour prendre les premières photos de Lewis en rouge avec les tifosi? Alors, anecdote par rapport à ça, ce que tu dis, Federico. Le billet, alors ça c'est gratuit techniquement pour aller voir ça, puisque je rappelle que à Maranello, tu peux voir le circuit de peu près partout. Mais il y a aussi un point qui est hyper intéressant. Il faut savoir que la police locale, les autorités locales, sont assez inquiets vis-à-vis du 20, 21, 22, 23 janvier, parce qu'ils s'attendent à une cohue énorme pour les premiers tours de roue de Sir Lewis Hamilton du côté de Maranello. Et qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait énormément de monde, que ce soit compliqué, notamment dans la circulation dans la ville. Ça va être un jour de fête à Maranello, mais ça va être impressionnant, du moins. Bon, passer de Bono à Riccardo Adami. Franchement, je force à Lewis Hamilton. Ça aussi, ça. Mais tu sais qu'un truc tout bête, mais tu parles de Riccardo Adami, mais. Alors, avec une blague forcément sur le passage de Bono à Riccardo Adami, mais. Tu vois, pour Hamilton, s'adapter à quelqu'un d'autre, à l'oreille, dans le casque et à la relation.
je trouve que c'est compliqué, hein. Ça va être compliqué aussi de cette adaptation. Je sais qu'on parle beaucoup des points négatifs. Moi, j'ai parlé énormément des points positifs et très longuement vis-à-vis de l'arrivée de Lewis Hamilton. Mais il y a aussi beaucoup de points questionnables. Des choses qui sont questionnables vraiment par rapport à l'arrivée de Lewis Hamilton. Donc bon, alors il y a d'autres déclarations qui sont sorties notamment. Il y en a une dernière qui est arrivée il y a 1 heure justement. Alors, qu'est-ce que ça dit par rapport à la F1 de 2025? La curiosité de découvrir la forme de la voiture 2025, mais ce qui compte avant tout, c'est le concept sous-jacent du projet. La Scuderia est déterminée à combler un retard chronique sur les dernières monoplaces en travaillant justement à une plus grande stabilité au milieu des virages. Plutôt que de rechercher l'efficacité aérodynamique, l'objectif est de donner à Hamilton et Leclerc une voiture au comportement prévisible qui leur permette de pousser sans réserve. Placer la stabilité au cœur du projet représente un tournant pour la Scuderia Ferrari. Ces 6 dernières années, les monoplaces de Maranello ont souvent été à la peine dans les virages à moyenne et à haute vitesse, à l'exception d'une parenthèse positive au premier semestre 2022. Il s'agit d'une lacune chronique de Ferrari qui explique ces périodes de crise récurrentes au milieu de saison. Les erreurs de développement y ont souvent contribué, comme l'an dernier, lorsque le package de Barcelone a exacerbé le problème des rebonds. Et puis ensuite, on apprend qu'au cours des 2 dernières années, Ferrari a toutefois montré qu'elle souhaitait s'attaquer au problème. La voiture 2024 a inauguré une révolution, plaçant la maniabilité au cœur du projet pour réduire les corrections de comportement afin de préserver et d'améliorer le rythme de course, alors que dans le passé, l'accent était mis sur les performances maximales avec d'excellents retours sur les qualifications. Depuis l'année dernière, Ferrari s'efforce d'ailleurs d'élargir la fenêtre de fonctionnement en garantissant un comportement cohérent et prévisible dans un plus large éventail de conditions. D'ailleurs, la SF24 qui a lutté pour le titre de championne du monde constructeur lors de la dernière course a bénéficié de cette nouvelle approche, mais la stabilité dans les virages à longue distance a continué à poser problème. Ferrari en est conscient. Et puis il a débité. Hein. Renforcer la stabilité dans les virages à longue distance est cependant une tâche différente et bien plus complexe, difficile de mettre en œuvre au cours de la saison actuelle sans pouvoir intervenir en profondeur. C'est pourquoi Ferrari a décidé de jouer la carte de l'anticipation. Malgré le championnat du monde des constructeurs en jeu, la Scuderia s'est abstenue d'apporter une nouvelle mise à jour à la voiture finale de 2024, créant un plancher expérimental destiné à recueillir des données pour la voiture de 2025. Pour un investissement qui tourne généralement autour d'un demi-million d'euros, le plancher qui est apparu pour la première fois lors des essais libres à Las Vegas visait précisément à améliorer la stabilité dans les virages à longue distance à partir d'une vitesse moyenne jusqu'à une vitesse élevée. Ce n'est pas un hasard, c'est le seul circuit qui a été décidé d'utiliser cette nouveauté également en course, ça a été le Qatar. Plein de longs virages. Ah bon, donc c'était pas Vettel le problème? Non, putain, John Elkann, je te déteste tellement. Et j'ai toujours dit d'ailleurs, Furisson, pardon, que le problème c'était Ferrari et pas Sébastien Vettel. Mais bon, ça encore une fois, c'est l'histoire de John Elkann. En gros, l'équilibre de la voiture, ça c'est la rigidité, c'est la rigidité de. En gros, l'équilibre de la voiture, ça c'est la rigidité du châssis, c'est gratuit, Vasseur. Le problème s'appelle John Elkann, potentiellement. Après, John Elkann a amené Hamilton, je rappelle. Ça joue quand même. Salut EcoPlus, comment tu vas? J'espère que tu as bien. Avec la monoplace 2025, Ferrari vise à développer une plus grande stabilité au centre du virage. L'objectif est de réduire le temps autour non seulement en augmentant la charge aéro maximale, mais aussi en la rendant constante et disponible pendant toute la phase du virage. Pour ce faire, Ferrari s'efforce d'augmenter l'énergie des flux qui circulent sur le châssis et de ceux qui se déplacent le long des flancs de la voiture pour se déverser dans la zone de la boîte de vitesse et diffuseur. Une grande attention est également ensuite portée à la gestion des sillages turbulents des roues avant en les repoussant vers le bas. Les zones cruciales à cet égard sont les bords extérieurs du plancher, les lignes de la carrosserie et les bouches d'aération du radiateur dont la conception permet d'augmenter la pression ambiante sur les côtés de l'habitacle, ce qui est utile pour repousser les turbulences. Bénéficier d'une meilleure stabilité en milieu de virage serait une avancée pour Ferrari et donnerait aux pilotes ce sentiment de sécurité indispensable pour donc pousser la voiture à ses limites. Voilà les dernières informations par rapport à la voiture de 2025. Comprend voiture 2025 et comment les choses vont évoluer vis-à-vis de 2025, sachant que Hamilton, je rappelle, aura une monoplace 2025 qui est à 99,9% différente par rapport à la voiture de 2024.
pour moi, c'est un énorme risque de la part de la Scuderia Ferrari de réaliser ça. Ça montre la volonté justement d'aller chercher le titre dès 2025, que ce soit constructeur, mais surtout pilote, j'imagine pour Hamilton ou pour Charles Leclerc bien sûr. Mais que pour moi, c'est un énorme risque parce qu'il y a la nouvelle réglementation de 2026 qui n'aura rien à voir avec la réglementation de 2025, donc 2024 et 2025, et que faire énormément de changements et se concentrer sur les changements de 2025, ça amène moins de force et de présence dans l'esprit pour se concentrer sur 2026. Et ça, pour moi, c'est un énorme problème et c'est un énorme risque. On a eu plein de passages de réglementation qui a été compliqué pour plein d'écuries. Je pense à 2008 à 2009. McLaren, le passage de 2008 à 2009 a été une catastrophe absolue. Le passage aussi de Ferrari de 2008 à 2009 a été très compliqué aussi. En fait, voilà, c'est que j'ai pas envie de voir ça comme un sacrifice de Ferrari pour passer de 2025 à 2026. Mais j'ai presque l'impression qu'ils sacrifient le concept de 2026, la Ferrari. J'ai peur. Le passage de 2013-2014, gros flop aussi également d'Ian. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est un gros pari. C'est un gros pari. Et c'est même un pari risqué forcément pour la Scuderia Ferrari, les amis. En tout cas, voilà. Et là, ça répond à... On est parti sur l'avenir de Scuderia Ferrari vis-à-vis de 2025. Mais, dans le même temps, on était surtout sur cette dernière déclaration de Fabriator qui estimait, selon lui, que l'arrivée de Ferrari du côté de l'arrivée de Hamilton chez Ferrari, ça n'avait pas de sens. Selon lui, il estime ça, Fabriator. On est un peu tous d'accord pour dire que si, ça a du sens et que si, c'est logique de voir quand même Hamilton signer du côté de chez Ferrari. Cependant, il y a des points où c'est questionnable et c'est ces points qu'évoque justement Fabriator en disant que ça n'avait pas de sens, notamment de briser la relation et la collaboration entre justement Carlos Sainz et Charles Leclerc, une collaboration qui a très très bien fonctionné sur cette saison 2004 de Formule 1 notamment, et qui aurait pu aussi nettement fonctionner sur l'avenir de la continuité vis-à-vis de 2025, justement, les copains. Donc voilà, par rapport à Briatore qui estime que Hamilton n'aurait pas dû signer chez Ferrari, selon lui, s'il avait été patron de la Scuderia Ferrari, il ne l'est pas. Et oui, Hamilton est pilote de la Scuderia Ferrari, et ses premiers tours, justement, et ses premiers jours en tant que pilote de la Scuderia Ferrari arriveront très prochainement, au moment où on se parle, dans quelques jours, justement, les copains.